Yeah, good evening, everyone. Bonsoir à toutes et à tous. J'avais prévu de parler allemand ce soir. Néanmoins, les interprètes font grève et je crains qu'il n'y ait pas d'interprétation pour les interventions à distance. Nous aurons de l'interprétation en salle, mais pas pour les interventions à distance. C'est pourquoi je m'exprimerai en anglais, de sorte que tout le monde me comprenne. Quoi qu'il en soit, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir, car il s'agit d'un problème essentiel que nous allons aborder ce soir. Il s'agira des risques en vol post-vaccination. Comme vous l'avez peut-être lu dans les médias au cours de ces derniers jours ou dernières semaines, le chaos règne. Le chaos règne dans tous les grands aéroports européens. Il y a des piles, des tas de bagages, des files de passagers qui attendent des heures durant pour pouvoir s'enregistrer. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, de ces milliers de vols qui ont été annulés. Le discours officiel, la raison invoquée, eh bien, c'est le confinement qui a provoqué des licenciements. Et nous ne pouvons donc recruter de nouveau ces personnes. Tel est le discours officiel. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres raisons à cela. J'ai entendu qu'il y avait effectivement de l'interprétation pour les interventions à distance, mais maintenant que j'ai commencé en anglais, je vais terminer en anglais. Bref, il pourrait y avoir d'autres raisons à ce problème, mais ces raisons ne sont pas même mentionnées, car si elles étaient mentionnées, il pourrait se révéler que tout ce mensonge s'effondre. Et ce mensonge a été érigé sur une longue période. Il y a eu beaucoup de manipulation, de répression. Des personnes ont été forcées à se vacciner au risque de perdre leur emploi. Il fallait donc se plier aux volontés du gouvernement. Ce que l'on constate actuellement, c'est que ce chaos va bien au-delà de l'ennui que représente un bagage manquant ou bien une file. Car cela pourrait coûter à beaucoup de personnes leur vie. Pourquoi ? Eh bien, il est question de la sécurité en vol, de la sécurité de vol, qui n'est peut-être plus garantie. Car que s'est-il passé ? Eh bien, beaucoup de pilotes qui ne voulaient se faire vacciner ont été licenciés, et ceux qui se sont fait vacciner parce qu'ils avaient un loyer à payer ou bien des familles à nourrir, eh bien, pourraient ne plus être aptes à voler. Et cela constitue un problème, un choc pour les élites globales, comme vous pouvez l'imaginer. Tout d'abord, l'on force les personnes à se faire vacciner, alors que l'on se rend compte qu'il s'agit peut-être de la chose la plus bête qu'ils aient jamais faite. Mais je ne voudrais pas trop vous en dire, car nous avons aujourd'hui des experts chevronnés qui sont plus au fait de la situation que moi. Et c'est un grand honneur pour moi de les accueillir. Et nous leur souhaitons la bienvenue. Nous avons tout d'abord Madame Prota, Diane Prota, qui est avocate, qui vient de France. Nous avons ensuite Monsieur Philippe Croze, qui est avocat suisse. Madame Chantal Biolay, qui est pilote. Et Madame Laetitia Howard, qui est hôtesse de l'air. C'est un grand plaisir de vous accueillir toutes et tous ce soir. Et je dois dire que vous êtes très courageux. Car c'est du courage. Il faut du courage pour s'opposer aux élites internationales qui manquent de scrupules et qui feront tout ce qu'elles veulent. C'est un honneur de vous accueillir ici. Et je suis convaincue
que cette campagne vaccinale sera considérée comme le plus grand scandale de l'histoire de la médecine. Elle sera considérée comme le plus grand crime jamais commis contre l'humanité. Voilà ce dont il est question, mesdames et messieurs. Et je m'en tiendrai là. Avant de céder la parole à nos experts, ce soir, j'aimerais vous présenter ma collègue Virginie Joron, qui est députée de France et qui est brave également, très courageuse, car nous nous sommes battus main dans la main contre cette folie de la Covid-19 au sein de cette maison et ailleurs. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci. Alors pardonnez-moi, je vais parler en français parce que c'est un dossier tellement technique que je préfère m'exprimer en français. Je tiens à remercier Christine Andersen pour cette initiative et parce que c'est un dossier très important qu'on suit depuis un moment. Et je suis très heureuse de vous accueillir ici avec nous parce que voilà, en tant que parlementaire, on a des dossiers en lecture et après il y a la réalité qui nous rattrape. Et ce soir, on a cette chance de vous avoir parce qu'enfin, on va avoir des témoignages, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans cette antre où des textes sont sortis, où on demande des études, on demande des bilans, et aujourd'hui, on n'a rien, et pourtant, les textes continuent à être votés. Donc, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je vais faire juste une aparté concernant le travail parlementaire, parce que c'est important de recadrer, parce que ça va vous permettre après, vous, d'un point de vue juridique, et aussi vos témoignages, apporter cet éclairage dont nous, on est juste porteurs de cette voix ici pour faire changer les mentalités, pour essayer de changer les votes. On n'est pas tout le temps entendu. Donc moi, je fais juste un historique parce qu'en fait, il y a effectivement aujourd'hui les conséquences de la mise en place de textes qui ont été mises en place sans débat. On l'a vu avec le pass sanitaire. On le voit qu'il a été reconduit cette année au niveau de l'Union européenne. Mine de rien, la reconduction de ces textes, de ces outils de soumission à des vaccins est un outil qui finalement est contraignant et on le voit aujourd'hui qui n'a pas de résultat au niveau de la diffusion, de la contamination. Et je vais vous donner aujourd'hui un exemple type en France. Une fois que le pass sanitaire au niveau européen a été voté le 23 juin, aujourd'hui, il est en discussion en France, cet après-midi. Et ma collègue Julie Lechanteux, que vous connaissez, qui était aussi parlementaire, a émis cette critique en disant « Est-ce qu'on a un bilan ? Est-ce que le pass sanitaire a terminé la diffusion du virus ?» Et en fait, la réponse a été de dire que non, le pass sanitaire ne permet pas d'empêcher la contamination, mais empêche d'accéder à des formes graves. Donc, ce qui veut dire que le pass sanitaire ne sert à rien, on le savait, mais au moins maintenant, il l'assume, c'est juste un outil pour vous contraindre à vous faire vacciner. Moi, je ne parle pas vraiment du vaccin parce que je considère que ce n'est pas ma profession, donc je laisse ce chapitre aux médecins et aux scientifiques. Et pour terminer, nous avons les premiers été à parler des effets secondaires. Et nous l'avions fait l'année dernière en proposant une résolution, puisqu'on savait bien que la problématique, c'est qui est responsable en cas d'effets secondaires, et on l'a bien vu au niveau des contrats qui ont été mis en place par la Commission. Les effets secondaires ne seront jamais pris en charge par les laboratoires, ce qui veut dire que ça sera les États membres. Mais comme c'est la Commission européenne qui a fait ces négociations, nous avons demandé, via cette résolution, la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes. Elle a été rejetée en 30 secondes, elle n'a même pas été débattue en commission Envie l'année dernière. J'ai donc cette première lettre, et nous avons fait à l'aide de députés de différents groupes, dont Rob Roos, Madame Limer, je crois aussi, qui a co-signé. On a redéposé une résolution puisque les chiffres des effets secondaires qui sont répertoriés par l'EMA explosent. Et ça, c'est vraiment et on va le voir continuer à se développer. Il y a aussi, et là pour le coup, et je termine, on n'a toujours pas de retour de l'issue de cette résolution. Donc voilà un petit peu un zoom sur le travaux de la commission, et je vous remercie beaucoup pour vos témoignages et d'être là avec vous. Merci.
Okay, wir haben hier. Bien, nous allons réorganiser quelque peu le podium pour passer à la présentation. Okay, gut, dann wird. Bien. J'invite Philippe Cruz à prendre la parole, ou plutôt Chantal Biolay, que nous avons hâte d'entendre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Chantal Biolay. Je suis capitaine d'une grande compagnie aérienne européenne. Aujourd'hui, je m'exprime au nom d'Airliners for Humanity, Suisse, Allemagne et Autriche. Je suis parmi vous aujourd'hui car je me fais du souci pour la sécurité aérienne. Qu'attendez-vous des personnes assises en cockpit lorsqu'en tant que passager, vous prenez l'avion? Vous vous attendez certainement à être entre de bonnes mains avec des pilotes qui sont aptes à voler. La sécurité aérienne n'a cessé de s'améliorer au cours du dernier siècle. Malheureusement, il faut veiller à préserver cela maintenant. Des régulateurs, un réseau de grande taille a été érigé pour permettre la sécurité aérienne. Cependant, maintenant, une nouvelle technique médicamenteuse a été introduite et celle-ci menace la sécurité aérienne. Pour cette technique, l'on ignore de quoi parler. Pour la Covid-19, pour les vaccins, s'agit-il d'un vaccin ou bien d'une thérapie génique? Il s'agit d'un élément à clarifier. Les responsabilités incombent aux autorités. Mais cette technique est-elle soigneusement étudiée avant d'être introduite dans l'aviation? Peut-on utiliser ces substances? Aujourd'hui, le secteur aérien est-il aussi sûr que par le passé, qu'avant l'introduction des vaccins contre la Covid-19? Nous, les pilotes, sommes responsables. Nous sommes responsables de la sécurité de l'équipage et de nos passagers. Nous sommes responsables de vous. Est-ce qu'une nouvelle technologie peut être utilisée alors qu'elle risque de menacer la sécurité en vol? Je vous propose de regarder les chiffres officiels. Tout d'abord, il convient de souligner que ces chiffres doivent être vérifiés. Je vous propose donc de regarder les chiffres de la banque de données VAERS. Voici tous les décès suspectés liés à la vaccination. Au cours de ces dernières années, ces chiffres étaient tout à fait stables et ce n'est qu'avec l'introduction du vaccin contre la Covid-19 que, comme vous pouvez le voir, la donne a changé de façon radicale. Nous avons analysé toutes les données qui étaient pertinentes pour nous. Il s'agit donc de nombre de réactions par million. Pour le vaccin contre la grippe, depuis 1990, c'est environ 59. Désolée, revenons à la diapositive précédente. Wurden bei den Grippeimpfstoffen seit 19... Depuis 1999, c'est environ 59 cas qui ont été recensés, alors que pour la Covid-19, ce chiffre passe à 1427, soit une multiplication par 24. Pour le nombre de décès suspectés, nous en avons 0,41 pour la grippe, pour 1 million de personnes vaccinées, alors que ce chiffre passe à 21 pour la Covid-19, soit une multiplication de 51. Je vous propose maintenant de regarder les chiffres de l'Agence européenne des médicaments, de l'EMA. Là aussi, nous avons regardé toutes les données
mais il s'agit d'obtenir des chiffres pour 1 million de personnes vaccinées. Donc pour la grippe, nous avons 29 effets indésirables, tandis que pour la Covid-19, il s'agit de 1422 effets indésirables pour 1 million de personnes vaccinées, ou 0,63 décès suspectés pour la grippe et 13 pour la Covid-19, soit une multiplication par 21. Et pour les deux vaccins, l'underreporting n'a pas été pris en compte. Il s'agit cependant de chiffres qui ne nous incombent pas d'interpréter. Ces tâches incombent aux compagnies aériennes et aux autorités. L'on peut ainsi se demander comment garantir que l'aviation reste aussi sûre qu'avant l'introduction des vaccins contre la Covid-19. Comment garantir que vous puissiez voyager en sécurité? Est-ce que de nouvelles mesures peuvent être introduites en aviation si elles menacent la sécurité en vol? Et qui est responsable? Qui est responsable de ces clarifications? Qui est responsable de votre sécurité? Thank you very much. Je vous remercie. Merci au pilote Chantal Biolay. Je suis Philippe Krause. J'ai l'honneur maintenant et le plaisir de représenter Airliners for Humanity, collectif pour lequel je suis avocat. Alors la question décisive qui nous convient de clarifier aujourd'hui est la suivante. Du point de vue juridique, comment aborder ces vaccins? Voyons ce qu'il en est. De par le monde, diverses compagnies aériennes ont introduit une obligation vaccinale pour les pilotes, ou l'envisage. En France, une obligation vaccinale a été introduite par le biais d'un décret présidentiel, comme l'a précisé ma collègue. Donc les personnes qui ne sont pas vaccinées risquent d'être licenciées. Et le personnel navigant qui s'oppose à cela ne rejette pas forcément les vaccins. Comme nous l'a dit la capitaine Biolay, il s'agit de garantir la sécurité. La sécurité qui est le thème central de ce débat. Et le débat et l'argument invoqué, ce sont les effets indésirables, les effets secondaires qui n'ont pas été analysés à l'aune de la sécurité. À cela s'ajoute le fait que pour les équipages, le personnel navigant, il y a des conditions spéciales en vol, comme par exemple la pression, l'humidité, ou encore les différences de fuseaux horaires et de biorhythme. L'obligation vaccinale va ainsi à l'encontre de la sécurité aérienne. Et il convient de se saisir de ce thème de toute urgence, car il y a 3 piliers pour garantir la sécurité. Tout d'abord, l'accord de Chicago, ensuite la réglementation de l'Organisation de l'aviation civile internationale et enfin le droit communautaire. Et ces 3 piliers réglementent l'aviation. Il s'agit de garantir la sécurité, car la sécurité l'emporte toujours sur les intérêts opérationnels et économiques. Deuxièmement, les pays, les États, sont obligés d'être proactifs, de réaliser une évaluation des risques, une réévaluation régulière lorsque de nouveaux risques sont identifiés, comme c'est notamment le cas pour les effets secondaires d'un nouveau vaccin. Enfin, troisième point, et non des moindres, il y a un principe dans le manuel de la médecine de l'aviation civile. Il s'agit d'un document que l'on peut retrouver très facilement, qui stipule que de nouvelles mesures dans le contexte d'une urgence publique dans l'aviation ne peuvent être introduites que si elles répondent à toutes les exigences médicales dans l'aviation.
Voilà donc les piliers, les principes. Et cela signifie que tous les régulateurs et toutes les compagnies aériennes, de façon permanente, doivent surveiller la situation de façon proactive. De quoi faut-il tenir compte? Eh bien, il faut veiller à ce que ces nouvelles substances ne soient autorisées que sous certaines conditions, conformément au règlement idoine de l'Union européenne. Et pourquoi? Parce que nous manquons d'études qui ont été réalisées sur le long terme, portant sur la sécurité de cette nouvelle technologie. Aux États-Unis, et pour les mains, qu'est-ce que cela signifie au juste? Cela signifie que la production du principe actif qui doit agir contre le SARS-CoV-2 est produite dans votre corps, dans votre organisme, qui est ainsi qui produit cette substance. Mais ce qui n'est pas clair pour cette nouvelle technologie, c'est de savoir ce qui est réellement produit par votre organisme, et en quelle quantité, et en quelle qualité. Voilà des questions en suspens concernant ces protéines. Bien sûr, l'on ignore également quels seront les effets indésirables. Est-ce que cette nouvelle technologie sera supportée par l'être humain? Nous avons ainsi beaucoup de questions en suspens. Un médecin suisse avait dit jadis que c'est la dose qui faisait la différence et qui pouvait être toxique. Et c'est ainsi la dose qui détermine s'il s'agira d'un médicament ou d'un poison. Voilà l'un des éléments essentiels. Voilà donc les points dont doivent tenir compte les responsables en Europe et de par le monde. Il y a un risque de sécurité accru. Il faut veiller à ce que les études qui ont été soumises par les professionnels soient satisfaisantes. Et ce n'est pas le cas pour l'heure. Il convient de tenir compte des chiffres qui sont éloquents, comme l'a dit la capitaine Biolay. Et comme le diront Madame Prota et notre hôtesse de l'air qui prendra la parole. Il y a toute une série de facteurs de risque qui font qu'il convient de prendre en compte dans le domaine de l'aviation civile. C'était donc un aperçu de la situation. Nous avons l'Organisation de l'aviation civile internationale qui est responsable, ainsi que l'AESA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Il convient de s'intéresser à ces responsabilités plus en détail. Prochaine diapositive, je vous prie. Voici une fois de plus tous les protagonistes. Tout à gauche, les fabricants, Pfizer, BioNTech, etc. Ensuite, l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. Ces instances, comment ont-elles contribué à identifier ou bien à exclure les risques? Commençons par le fabricant. Prochaine diapositive. Par le biais des documents, le fabricant déclare que les données ne sont pas encore complètes en matière d'absorption, du métabolisme, de l'élimination et de la distribution. En fin de compte, qu'en sera-t-il de cette substance dans l'organisme? Prochaine diapositive. Donc Pfizer lui-même a indiqué que des recherches plus approfondies étaient nécessaires. Passons à l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Dans son dernier communiqué de mars 2021, stipule
qu'il y ait donc une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour Spikevax. Il a également été dit que les résultats définitifs ne seraient présentés que fin 2022. Mais l'Agence européenne des médicaments n'a rien dit sur le secteur de l'aviation civile. Et comme je vous l'ai dit au début, les pilotes, le personnel navigant travaillent dans des conditions spéciales. La pression est différente à bord d'un avion et avant tout, le personnel navigant répond de la sécurité des passagers. Est-ce que l'AESA s'est déjà intéressé aux conséquences, aux effets de ces substances sur le personnel navigant? Non, cela n'a pas été le cas. Prochaine diapositive. Voici donc cette communication du 25 mars 2021 que l'on peut trouver sur le site web de l'AESA et qui indique qu'il est, prochaine diapositive, que des risques peuvent se faire jour et que pour l'heure, il n'y a pas de preuves d'éléments concrets sur les répercussions pour l'aviation civile. Donc rien sur les effets indésirables, sur les effets secondaires. Bref, il convient de se référer aux communiqués de l'OMS, de l'EMA, de l'AESA, etc. Mais cette communication date de mars 2021. Alors, il s'agit de l'autorité compétente qui n'a donc rien émis depuis mars 2021. Qui n'a donc pas tenu compte des statistiques fournies notamment par le VAERS. Mais nous pouvons l'anticiper d'ores et déjà. Aucune de ces autorités compétentes, ni organisation, ni compagnie aérienne, ne s'est réellement penchée sur les risques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, quotidiennement. Passons à la suite. L'exemple de la Suisse, voilà. En Suisse, nous avons l'Office fédéral de l'aviation civile que nous avons pu contacter, car il s'agit de l'autorité compétente en Suisse, mais qui ne s'est pas saisie de cette question et qui a refusé de tenir compte des travaux réalisés par Swissmedic. Et l'OFAC n'a pas réalisé sa propre analyse des risques. Et voici la réponse qui a été fournie. Elle est donc tout à fait négative. Donc en fin de compte, c'est au pilote qu'il incombe de résoudre ces problèmes. Au commandant, à Chantal Biolay par exemple, qui doit assumer cette responsabilité importante, alors qu'elle sait qu'il existe des effets secondaires indésirables. Prochaine diapositive. Donc dans ce réseau de sécurité qui a vu le jour au cours de ces 80 dernières années, et qui, comme l'a dit le commandant Biolay, doit garantir la sécurité, et bien dans ce réseau, personne ne s'est saisi de la question de savoir si ces substances étaient sûres, si elles apportaient une valeur ajoutée en matière de sécurité pour le personnel navigant. Voilà la situation aujourd'hui. Et pour compléter, je tiens à ajouter encore que nous avons ici, par exemple, un autre sujet essentiel. Le personnel navigant est contraint de se faire vacciner. Car s'ils ne font pas, ils risquent le licenciement. Est-ce que cela est acceptable? Il convient de mentionner que sur la base de la réglementation de l'OMS, sur le règlement sanitaire international,
et son article 7 qui stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier. Il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Sans consentement, bien entendu. Personne ne peut être soumis à des expériences scientifiques ou médicales. Et dans l'article 4, précise que cela vaut même en situation d'urgence. Donc lorsqu'une urgence est proclamée par un État, ou bien lorsque l'OMS proclame une urgence, on ne peut introduire d'obligation vaccinale. Cela est tout à fait limpide. Et ces normes internationales sont contraignantes. Passons à la suite. C'est essentiel et je me réjouis aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant autant de députés européens. Quel est l'appel que nous vous adressons? Eh bien, tout d'abord, il faut impérativement un débat politique. Un débat politique visant à identifier les risques de sécurité, à les exclure. Les risques de sécurité liés au vaccin, ou à ce qu'on appelle le vaccin. Je tiens ainsi à remercier Christina Anderson de nous avoir invités ici. Ce fut le premier pas pour initier ce débat. Mais il faut poursuivre le travail. Prochaine diapositive. Je vous en supplie, faites en sorte que l'Agence européenne de la sécurité aérienne présente des preuves. Peut-elle réellement exclure tout risque de ces injections sur le personnel navigant? Est-ce que l'AESA s'est déjà saisie de ce thème? Il s'agit d'une question essentielle. Il en va de même pour l'agence d'autorisation européenne. Comment peut-on autoriser la mise sur le marché d'une substance dont on ignore les répercussions sur l'organisme? Et l'Agence européenne des médicaments peut-elle exclure tout risque lié à ces injections? Prochaine diapositive. Bien entendu, il faut définir précisément les responsabilités. Il faut garantir que seuls des produits médicinaux sûrs et éprouvés puissent être utilisés dans l'aviation civile. Et il faut mettre un terme à ces injections, à cette obligation vaccinale pour le personnel navigant, en attendant que l'on puisse exclure tout risque. Enfin, il faut mettre un terme à cette obligation vaccinale pour le personnel navigant, car cela va à l'encontre des accords internationaux et menace la sécurité aérienne. Merci de votre attention. Und damit übergebe ich noch einmal. Et je repasse la parole à notre commandante Chantal Biolay. Donc, qui est responsable de la sécurité aérienne? Tous, mais comme nous l'avons vu, il y a des questions importantes qui restent en suspens.
Et cette responsabilité incombe désormais au personnel navigant, car une fois les portes fermées, c'est nous qui assumons concrètement cette responsabilité. Mais en tant que capitaine, je ne peux assumer la responsabilité pour les autorités de régulation et les agences compétentes. Et les personnes ne souhaitant se soumettre à cette obligation sont tout simplement licenciées. Notre travail consiste à garantir en tout temps la sécurité de notre équipage, des passagers, de vos enfants. Nous sommes responsables de votre sécurité. Mais dans certaines conditions, c'est tout bonnement impossible. On ne peut assumer la responsabilité de ces inconnus. Et nous risquons notre profession, notre passion pour garantir votre sécurité. Et vous, comment vous sentez-vous une fois que le pilote n'est plus à l'aise ? I just have to comment on this. You are... J'ai un commentaire là-dessus, vous avez tout à fait raison là-dessus. Absolument. Comment je me sentirais si je savais que le pilote ne se sent pas en sécurité? Absolument. Dankeschön. Now, this, mon cher collègue de Paris. Voilà, Yann. Merci Philippe, merci à tous. Merci Madame le député de nous avoir invités à participer à cette conférence. Je m'appelle Diane Prota, je suis avocat au barreau de Paris et je suis honorée de porter la voix des navigants libres avec Madame Ouar aujourd'hui et de pouvoir nous exprimer à propos des risques que nous constatons, mais également des actions que nous avons d'ores et déjà menées et qui pour certaines, à mon avis, pourront peut-être amener du changement, mais sont d'ores et déjà fructueuses. Mais avant de m'exprimer de cette façon, nous sommes venus avec un communiqué de presse et j'aimerais vous en lire le début car c'est la voix de tous les navigants libres qui s'expriment. Les navigants libres nous disent « Qui sommes-nous » Notre collectif s'est formé spontanément suite à la décision du gouvernement français d'instaurer un pass sanitaire devenu de facto un pass vaccinal. Nous défendons la liberté de choix, à savoir que l'exercice de nos fonctions ne soit pas conditionné à la vaccination. Pour exercer notre métier, nous devons régulièrement subir des prélèvements nasopharyngés, particulièrement de la sphère ORL. Nous œuvrons pour que des tests non invasifs, comme les PCR ou les tests salivaires, puissent nous être autorisés et pris en charge par nos employeurs respectifs, au même titre que les autotests. Notre constat: la vaccination Covid a débuté en population générale en décembre 2020. Eu égard aux usages, la pharmacovigilance mondiale ne dispose que d'une courte période de recul pour analyser les effets indésirables de ces injections, dont, il faut le rappeler, sont encore en phase d'étude, en phase clinique 3. Or, nous constatons d'ores et déjà les mêmes chiffres que ceux sur lesquels nous sommes accordés avec mon confrère. Nous constatons un grand nombre d'effets indésirables enregistrés par l'ANSM, c'est l'Agence nationale française de sécurité du médicament, enregistrés par les Yellow Cards, c'est l'agence de sécurité anglaise, par l'EVAERS dont on a parlé, et en France, d'ores et déjà, sont répertoriés par l'ANSM 170 000 effets secondaires, dont 45 000 cas assez graves. 2 points à cet endroit. On dit qu'une personne sur 10 déclare les effets secondaires. Donc vous faites la multiplication tous facilement, on arrive à plus d'1 700 000, ce qui est un chiffre, je me permets de dire, stratosphérique. Et quand on dit que 45 000 sont graves, c'est 25%, mais qu'est-ce que est considéré comme grave? Selon la pharmacovigilance, ce sont des effets qui vous conduisent à être hospitalisé, à ne pas pouvoir travailler, être en arrêt de travail, à avoir des séquelles ou potentiellement à mourir. Donc 45 000 et potentiellement multiplié par 10. C'est notre premier constat. Les navigants libres ajoutent, après une année 2021, marquée par une obligation vaccinale de fait pour les navigants, notre collectif constate depuis quelques mois un nombre
anormalement élevé de pathologies affectant curieusement notre population d'ordinaire en bonne santé, alors que nous ne sommes que 24 000 en France. Thrombose, troubles hormonaux, perte de mémoire, fatigue profonde et durable, myocardite, troubles du rythme cardiaque, paralysie faciale, AVC et infarctus. À ce titre, nous avons recueilli de nombreux témoignages que nous avons déposés au Conseil d'État et rapportés à l'OPSCT, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques, qui a mis en œuvre une commission en France récente pour évaluer les effets secondaires de la vaccination. Alors, les navigants libres ajoutent que ce constat est partagé partout. Mais derrière le constat, il y a des personnes, il y a une réalité humaine. Comme l'a dit le commandant Milou, la sécurité aérienne, c'est l'affaire de tous, des personnels navigants en entier, donc des pilotes, des stewards et des hôtesses. Et quand j'ai commencé à porter la voix des navigants libres devant le Conseil d'État à l'encontre, dans les premiers recours que nous avons faits à l'encontre du pass sanitaire, nous avons alerté dès le début la juridiction suprême sur le fait qu'il y avait des témoignages d'effets secondaires. Et je pense que les pilotes et les hôtesses et les stewards ont été les premiers à avoir le courage de témoigner sous serment par écrit devant ces juridictions. Et je suis venue avec Madame Ouah, qui est donc hôtesse de l'air, et qui malheureusement quand j'ai lu tous ces témoignages, j'ai constaté, à partir des effets secondaires, que 70% étaient aussi subis par les femmes, et qu'il s'agissait aussi gravement de troubles hormonaux, de troubles du cycle qui n'avaient jamais été subis. Or, nos hôtesses, elles font partie intégrante de la sécurité aérienne, elles doivent pouvoir ouvrir le toboggan si c'est nécessaire, elles ne peuvent pas subir, elles aussi, des effets secondaires en vol, et j'ai été profondément attristée et alarmée de lire ces témoignages, je dis ceux des pilotes, mais aussi ceux des femmes, et je remercie Madame Ouah d'être avec nous et d'avoir le courage de nous parler de sa situation et de pourquoi elle nous a rejoints. Bonjour, je vous remercie tous de votre présence. Merci de me donner l'occasion de pouvoir parler de ce que j'ai vécu l'année dernière, qui a été très traumatisant et très difficile à vivre. J'ai 43 ans. Pendant 30 ans, j'ai eu un cycle régulier, comme une horloge. 28 jours de cycle, 3 jours de règle. J'ai, à 42 ans, fait un bilan pour des raisons personnelles, un bilan complet, avec mon médecin généraliste qui m'a informé que j'étais très loin de la ménopause, que ma santé était implacable et que je me portais très bien. J'ai fait mon premier vaccin en avril, où j'ai eu quelques douleurs et 2 jours de fièvre. Je me suis dit, c'est normal, ce sont les effets qui nous avaient prévenus. Et puis en août, quand j'ai fait mon deuxième vaccin, une semaine plus tard, je me suis retrouvée avec 18 jours d'hémorragie. Quand je veux dire hémorragie, je me suis vidée de mon sang. C'était affligeant. J'ai vu des caillots, des choses sortir de mon corps, à me demander si mon corps se décomposait. Je suis désolée, messieurs, c'est quelque chose de très intime, très difficile pour moi de vous en parler, mais ça a été horrible. Je n'ai jamais eu de soucis de santé. J'ai un enfant de 14 ans qui se porte très très bien. Mais j'ai dû mener cette bataille toute seule, jusqu'à découvrir qu'en fait, mon médecin m'a répondu que c'était un effet normal, une réaction normale post-Pfizer. Puis j'ai été voir mon gynécologue qui lui aussi m'a dit que c'était un effet normal. Et ils m'ont donné des médicaments pour arrêter le saignement du jour au lendemain et en fait ça a mis 5 jours avant de faire son effet. Entre-temps j'ai eu perte de mémoire, je n'arrivais plus à articuler. Mon corps, j'avais des courbatures sur tous les avant-bras et des tremblements et des faiblesses sur les jambes. Je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas sortir de mon domicile, je ne pouvais pas m'habiller, que j'étais aussitôt tachée. C'était difficile à vivre pour ma famille et je ne pouvais pas trop leur en parler parce que je ne voulais pas les alarmer. Un enfant de 14 ans, une mère de 77 ans, ça aurait été qu'empirer la situation. Mon médecin m'a fait suivre par un psychologue et même un psychiatre, s'est demandé si c'était un burn-out. Or, je ne vois pas le rapport entre un burn-out et 18 jours d'hémorragie, mais bon, je ne suis pas médecin. Et puis par la suite, quand mon corps a commencé à reprendre le dessus, je me suis fait aider en effet pour que psychologiquement je puisse être apte à faire mon travail.
Il faut savoir qu'en tant qu'hôtesse de l'air, comme disent nos pilotes en briefing, nous sommes leurs yeux et leurs oreilles. Donc nous avons, nous aussi, une fonction de sécurité à bord. Si nous avons un feu à bord, je ne peux pas appeler les pompiers, leur faire venir « Allô, j'ai besoin d'aide ». C'est moi le pompier dans l'avion. Si nous avons une émeute à bord, je suis l'agent de sécurité qui a été formé par le GIGN pour calmer les émeutes à bord. Si nous avons une tentative d'attentat terroriste, c'est à moi de faire front et de ne laisser personne accéder au cockpit. Nous avons des procédures de sécurité et de sûreté. Nous veillons aussi à ce qu'il n'y ait aucun colis abandonné suspect ou ou un fil qui déborde qui puisse amener cet avion à un crash. Nous avons aussi l'obligation d'apporter des secours à n'importe quel passager qui fasse un malaise. Donc, que ce soit un AVC, un infarctus du myocarde, que ce soit un accouchement à bord, je dois être à 100% de ma forme physique et mentale pour pouvoir accepter, encaisser et réagir face à une difficulté. J'ai passé 6 mois avec un salaire de 40%. J'ai perdu 40% de mon salaire, mère seule, avec un loyer de 900 €. Il a fallu que je déménage pour pouvoir essayer d'assurer un minimum de ma survie et celle de mon enfant. J'avais le choix, où j'étais licenciée ou je faisais le vaccin. Donc, par conscience sociétale, je l'ai fait. Comme bonne citoyenne, j'ai fait ce que m'a dit mon patron. J'ai fait ce que Monsieur le Président de la République nous a conseillé. Néanmoins, il a empathie sur mon corps, sur mon physique et mon mental. Il empathie sur mes finances. Et aujourd'hui, j'ai de grosses difficultés financières. J'ai repris à peine en avril mon activité. Et nous sommes 15 000 navigants à vouloir voler. Donc même si nous avons des avions pleins, nous n'avons pas autant de vols qu'avant. Il est très difficile pour moi de vous dire ça, mais je pense que si le personnel navigant commercial comme le personnel navigant technique n'est pas à 100% de sa forme physique, il ne peut effectuer sa mission. Quand je suis rentrée dans cette compagnie, on m'a demandé d'avoir un schéma vaccinal complet, fièvre jaune, ce que j'ai fait et j'étais à jour. Mon enfant est venu au monde, on m'a demandé d'avoir un schéma vaccinal complet pour qu'il puisse accéder à la scolarité et à la société, ce que j'ai fait. Maintenant, qu'on se serve de nous comme des cobayes, on nous donne un vaccin au bout de 3 mois qui n'a aucun recul, prétendant que ça va nous empêcher d'attraper la maladie, c'est faux. Quand le président de la République nous a demandé de faire du rapatriement sanitaire, on nous a donné ni masque, ni gants. Donc j'étais en front line, confrontée à la maladie, sans aucune protection. Vous avez dû tous prendre un avion, vous savez que nous sommes à 30 cm du passager. Nous ne sommes pas à 1 mètre d'écart. Donc, quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune protection, que ce soit avec le vaccin ou sans le vaccin. Mais par contre, nous avons des effets secondaires qui peuvent être dramatiques. Autour de moi, beaucoup de collègues ne veulent pas dénoncer ce qui leur arrive. Elles ont des troubles gravissimes, n'ont plus leurs règles depuis plus de 9 mois, ont dû se faire enlever l'utérus parce qu'elles avaient des douleurs insurmontables que j'ai eues aussi. C'était plus douloureux que mon accouchement. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que la vérité, vous avez qu'un minima des chiffres. Vous n'avez pas toute la vérité. Beaucoup de personnes ont peur de perdre leur emploi s'ils dénoncent qu'ils ont des effets secondaires. Parce que notre licence de travail est basée sur notre santé. Le centre d'expertise médicale de l'aéronautique ainsi que le centre médical de la compagnie nous font des check-up tous les ans et tous les 2 ans. Ce qui veut dire que si je ne suis pas à 100%, je n'ai pas ma licence professionnelle. Vous comprenez? Moi, maintenant, je dois aller voir le centre médical d'expertise aéronautique tous les 4 mois. Je suis blacklistée. Donc, tous les 4 mois, je refais le check-up. Ainsi que pour la visite médicale du travail, c'est tous les 3 mois. Quand est-ce que je serai déblacklisté? Peut-être un jour, je l'espère. Mais pour le moment, ma carrière, elle est en oscillation. Je suis sur un fil, une corde de fil. Je suis venue également avec
avec d'autres témoignages que je souhaiterais lire parce que ce qu'a dit Madame Ouar aujourd'hui, d'autres hôtesses, d'autres pilotes ont eu le courage de le dire devant diverses instances. Et j'aimerais vous lire par exemple, parce que quand on nous dit qu'il y a une omerta et que c'est caché, il faut que tout cela sorte pour qu'on puisse analyser avec la plus parfaite justesse le risque aérien qui est causé. J'ai un autre exemple. C'est un jeune, la trentaine, en bonne santé. Dans les 10 jours suivant la première dose, bras gauche très gonflé, douloureux, rouge et très chaud. Dès le lendemain de la deuxième dose, très grosse fatigue, sans parvenir à dormir normalement, état anormal, trouble de la mémoire. Notre médecin nous a dit qu'il y avait d'autres patients dans le même cas et que ces effets secondaires pouvaient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Très essoufflé au moindre effort physique, arrêt de travail pendant 10 jours de plus. J'ai repris les vols 1 mois plus tard. Aucun souvenir du dernier vol de la journée. Je répète, aucun souvenir du dernier vol de la journée. Le lendemain, le commandant de bord m'a demandé si j'étais capable de faire la journée. Il m'a raconté que lors du vol de la veille, je n'étais pas présent, que j'avais fait plusieurs erreurs, raté plusieurs messages radio et qu'il avait fait une approche ILS complète sous pilote automatique car il me trouvait absent. Concernant ma condition physique, je n'ai toujours pas repris d'activité sportive. Je suis extrêmement essoufflée. Dès que je cours un peu, j'ai essayé de remonter sur notre vélo d'appartement et au bout de quelques minutes, sans forcer, je monte à 180, 160 pulsations par minute. Alors, tout ceci est effrayant et surtout, il faut bien comprendre que le risque qui est causé à la sécurité aérienne est d'un point de vue légal intolérable. Parce que le risque de sécurité aérienne que l'on peut tolérer, c'est 1 sur 1 milliard. Et là, on voit bien que les chiffres des effets indésirables, non seulement on n'en connaît qu'une petite partie, mais que même la petite partie que l'on connaît est déjà très supérieure en termes d'occurrence au risque aérien que l'on peut tolérer. Et c'est d'autant plus étonnant que dans la réglementation européenne, j'ai sous les yeux le règlement numéro 1178 de la Commission du 3 novembre 2011 qui détermine les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel de l'aviation civile conformément au règlement du Parlement européen 216-208. Et il est dit à la section 2, pour obtenir sa licence, exigences médicales afférentes aux certificats médicaux des classes 1 et 2. Petit a, le demandeur de certificat médical doit être exempt de toute anomalie congénitale ou acquise, de toute affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique, de toute blessure, lésion ou séquelle d'opération, et de tout effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite. Nous avons donc un texte au niveau de l'Europe qui impose de revoir la question puisqu'on comprend bien que les pilotes, avec cette réglementation, ne peuvent même pas prendre un antihistaminique avant de voler. Ils doivent le déclarer. J'allais dire qu'ils sont aussi sensibles que les femmes enceintes. C'est tout à fait cette question. Et à partir de ce moment-là, on voit très bien aujourd'hui que les effets secondaires sont encore largement ignorés dans leur occurrence et en plus ils sont d'expression polymorphe. Il y en a de toutes parts. Comment peut-on considérer que cette vaccin contre la Covid-19 remplit les critères de la réglementation européenne. Et c'est là-dessus que nous agissons avec les collectifs des navigants libres. Car comme je l'ai dit au départ, nous avons fait plusieurs actions, mais nous en avons fait une aussi dans le cadre de laquelle nous avons été entendus donc par l'Office parlementaire des choix techniques du Sénat et qui a étudié donc les témoignages que nous avons apportés et la balance bénéfice-risque des vaccins. Et sa conclusion a été, c'est un rapport du 9 juin, qu'il fallait réévaluer le bénéfice-risque de la vaccination pour certaines catégories de population et notamment les enfants, les femmes enceintes et plus largement, nous portons cette question pour le personnel navigant, car contrairement au reste de la population, il doit être exempt de toute possibilité d'effets indésirables. On pense toujours que les effets indésirables, c'est pas très grave, parce que ça tombe sur votre voisin. Mais la question est de savoir si votre voisin, c'est le pilote de l'avion. Et puis d'ailleurs, même au-delà des pilotes, si votre voisin, c'est le chauffeur de bus scolaire de vos enfants. Mais plus grave, je dis le pilote de l'avion ou le personnel navigant. Et ayant obtenu cette réponse finalement du Sénat, de l'Office parlementaire, qui est une avancée, avec le collectif des navigants libres, nous portons à la connaissance de l'EASA, de l'Agence européenne de sécurité aérienne, notamment
tous nos témoignages, mais aussi les conclusions du rapport de l'Office français. Et nous demandons une réunion en urgence. Je pense que mon confrère et les autres collectifs européens vont se joindre à nous. Nous demandons à l'EASA de se réunir en urgence afin de prendre en considération tous les éléments que nous apportons, de faire en sorte qu'elle réévalue la balance bénéfice-risque pour la catégorie particulière des navigants, qu'elle la mette en face de la possibilité pour eux de réaliser des tests qui, eux, ne causent pas d'effets secondaires, évidemment, de poser la question aussi, dans le cadre de l'éventualité de l'administration d'une dose encore supplémentaire dans nos pays, et bien que les personnels navigants qui font déjà état de nombreux effets secondaires en soient là encore exemptés, pour ne pas mettre en risque la sécurité aérienne qu'ils nous doivent à tous. Nous espérons sincèrement qu'avec l'appui des parlementaires, avec cette réunion, avec ces témoignages, avec ce courage qu'ont nos hôtesses et nos pilotes de témoigner, l'EASA va nous entendre et va se réunir en urgence comme nous le demandons et établir des nouvelles recommandations en prenant en considération la réalité des effets secondaires et surtout la possibilité d'assurer la sécurité aérienne de façon parfaite avec la réalisation de tests qui, encore une fois, ne causent aucun effet secondaire car il faut le rappeler malgré tout qu'une vaccination c'est une action prophylactique. Nous parlons de personnes jeunes et en bonne santé qui n'ont pas besoin de ce vaccin et qui se vaccinent parce qu'on leur a expliqué qu'ils allaient protéger leurs prochains, et notamment par exemple leurs grands-parents, mais aussi les passagers. Or, l'on sait très bien, et c'est admis dans tous nos pays par toutes les autorités de santé, par toutes les autorités politiques, que les vaccins n'empêchent pas la transmission, ce qui revient au problème du pass vaccinal qui n'a pas de sens. Si nous ne nous vaccinons pas et que ça ne permet pas de protéger notre prochain, pourquoi le faire si nous-mêmes, nous n'en avons pas besoin? Encore une fois, imposer une vaccination à des personnes en bonne santé en leur causant plus de risques que la maladie, ce n'est pas tolérable. Et c'est l'appel que nous lançons aujourd'hui grâce à tous les collectifs des navigants libres. Ja, vielen Dank. Je vous remercie. C'était vraiment très éloquent, notamment ces dernières contributions qui nous donnent la chair de poule. Et je veux le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? D'inconscient. C'est absolument hallucinant. Et ce que je vais dire maintenant, je vais le dire à chaque élu du peuple. Dans toutes les démocraties occidentales, je vous demande, qu'avez-vous fait? Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous avez failli. Et ne me dites pas que vous ne saviez pas. Parce que tout le monde pouvait savoir. Si vous étiez donné la peine de vous soucier un instant des gens, si vous étiez donné la peine de juste faire votre travail, vous auriez dû savoir. Et en plus, c'est votre job de savoir. C'est votre job de protéger les gens qui vous ont élus. Et votre job, c'est de représenter. Et encore une fois, je pose la question, qu'avez-vous fait? Mesdames et messieurs, There is so much coming to light. All of the il y a tellement de choses qui apparaissent. Les effets secondaires, de nombreuses études qui ont été publiées maintenant. Les gens sont dévisagés. Des défauts génétiques. Des bébés qui ont des défauts génétiques, qui sont nés de mères qui ont été vaccinées. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors je ne sais pas qui est bénéficiaire. Bon oui, c'est les labos pharmaceutiques, bien sûr. Mais encore une fois, nous, les élus, les citoyennes et citoyens, nous devons faire notre travail. Et je suis très heureuse qu'il y ait des députés européens aujourd'hui
Et tout ce que je peux dire, c'est que nous ferons tout ce qu'il faut pour que tout cela se sache et pour nous assurer que les droits des citoyennes et des citoyens soient à nouveau protégés. Merci. So I would now like to open the floor for questions. Bien, à présent, les questions, je vous en prie. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vous remercie toutes et tous de parler, de dire les choses. C'est très difficile. Il faut beaucoup de courage pour dénoncer, pour dire les choses. Et nous savons, nous les élus, ce que c'est que de parler, de dire les choses parce qu'on essaye de taire ce que vous dites. Alors, vous venez du secteur de l'aviation et ça, c'est bien parce que tout dans l'aviation est enregistré. Prenez l'exemple d'un chauffeur de bus. S'il y a un malaise d'un chauffeur de bus, personne ne saura. Et donc ça, c'est un peu ma première question. Est-ce que vous voyez une augmentation des incidents de vol du fait que les pilotes feraient un malaise pendant les vols par rapport à la période pré-vaccination? Ça serait la première question. Je ne sais pas, à Madame le commandant ou à l'avocat. Et puis après, les 45 000, Diane. 45 000? C'est où en France, j'imagine, mais... Et puis, oui, c'est en France. Et puis, une autre question. On est toujours dans la phase 3 de la vaccination, c'est ça? Parce que moi, j'avais dénoncé ça et ils m'ont dit, il est fou. Mais voilà, on est toujours à ce stade-là, voilà. C'était les 3 questions que j'avais. Yeah, thank you very much for your question. Merci beaucoup pour vos questions. Pour la dernière phase 3, c'est tout à fait clair. Nous pouvons dire que il n'y a même pas eu d'études, le minimum d'études pour ce qui est des animaux, sans même parler des humains. Donc le minimum syndical qui aurait été nécessaire pour initier la procédure. Pour cette admission sous conditions très particulières. Donc, il n'y a même pas d'études pour la phase 3 qui serait en cours parce que ça exigerait que les gens sachent qu'ils font partie officiellement d'une expérimentation, qu'ils soient donc informés et qu'il y ait quelqu'un qui supervise cette expérimentation. Or, ce n'est pas le cas, comme on l'a entendu. C'est maximum 10% des incidents qui sont signalés. Donc, en fait, nous sommes dans une situation comme la phase 3, mais on est bien loin de toute expérimentation en bonne et due forme, alors que ce serait le cas habituellement. Après, pour ce qui est des incidents que l'on peut signaler dans le secteur de l'aviation, je vais peut-être passer la parole à Chantal Violet. Vous avez des informations là-dessus? We don't really have any... Non, on n'a pas véritablement de chiffres à ce jour parce que nous avons du mal à accéder à quelques chiffres que ce soit. Pour ce qui est des urgences en vol ou des retours en catastrophe, il faudrait demander à l'ATC. Mais à qui poser la question, je ne saurais même pas à qui m'adresser. Alors, peut-être qu'on peut vous aider. Nous avons une commission spéciale, COVID, sur Covid, mais ça s'appelle COVID. Bon, c'est le nom de la commission spéciale. Et nous les élus, nous avons accès aux données confidentielles, aux données qui ne sont pas publiques. Donc si vous nous donnez la source d'où viennent les données, nous pouvons poser les questions pour avoir accès à ces données qui ne sont pas publiques. Oui, effectivement, c'est bien vu, Rob. If I can answer also about... Si vous me permettez de répondre par rapport aux problèmes qui pourraient se poser en vol, les témoignages que je vous ai lus démontrent que ce genre de choses peut se produire et c'est déjà produit en vol. Mais ça n'est pas signalé, car vous l'avez vu, les témoignages que je lisais, au final, c'était même pas le steward qui se souvenait, c'est un collègue qui l'a rappelé. Donc voilà pourquoi on utilise ce témoignage, pour attirer votre attention là-dessus, parce que ça existe, ça c'est sûr. Alors il n'y a pas eu de drame, on espère qu'il n'y en aura jamais, mais nous avons
démontrer qu'un drame pourrait se produire. Pour ce qui est des chiffres, le nombre d'effets secondaires, 170 000, c'est les chiffres à jour pour l'agence française, l'agence médicale française, et 45 000, ce sont des effets secondaires graves, y compris la mort ou encore Covid long. Et bien sûr, c'est des congés maladie. Mais il faut se souvenir, et c'est bien connu, que depuis 10 ans, il n'y a qu'une personne sur 10 qui signale ces effets secondaires. Alors évidemment, l'échelle change parce que on a vacciné l'essentiel de l'humanité. Donc évidemment, l'échelle change, mais c'est énorme. Parce que comme on le dit, le vaccin doit être prophylactique. Ce sont des gens bien portants. Et donc c'est choquant qu'on ait ces effets secondaires terribles pour des jeunes, pour des femmes et d'autres qui n'ont aucun bénéfice et qui ne protègent personne en prenant ce vaccin. Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Kollege Zimniok, bitte. Danke, Christine. Merci, Christina. Tout d'abord, je risque de casser vos espoirs. Je suis assez défaitiste. Bien de mes collègues ne sont pas en mesure de comprendre ce problème, ou bien ils rationalisent tout. Et j'ai pu le constater dans de nombreuses commissions, notamment concernant l'Afrique. 90% de la population ne souhaite pas être vaccinée et ne l'est pas. Et les décès se poursuivent. Donc on nous raconte une légende qui est tout à fait fausse. Alors, l'on pense qu'il y a eu un transfert de 1,5 milliard de doses vers l'Afrique, mais il s'agit en réalité d'un travail de sensibilisation, car pour l'heure, des usines, des fabriques ont été construites en Afrique et ont été très coûteuses, mais n'ont pas été en mesure d'administrer, de vendre la moindre dose. Elles risquent ainsi d'être fermées. Ce qui m'intéresserait particulièrement, bon, pour autant que je sache, lorsque je me fais vacciner, je le fais de façon volontaire. Lorsqu'il s'agit d'une option, eh bien, lorsqu'il vous arrive quelque chose par la suite, vous n'avez plus de droit, car il s'agissait d'un choix à l'origine. Et aujourd'hui, si vous souhaitez travailler dans la santé en Allemagne, vous devez être triplement vacciné, voire 4 fois. J'ignore combien de rappels l'on exige actuellement. Et si vous n'êtes pas en mesure de travailler, c'est de votre faute. Et si vous essuyez par la suite des dommages en tant que pilote ou chauffeur de bus, eh bien, qui est responsable de cela? Et s'il y a des conséquences aux dommages que vous avez engendrés? Donc, qui portera cette responsabilité? Il s'agit de questions qui me préoccupent, mais qui ne préoccupent pas encore mes collègues pour l'heure. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ja, vielen Dank für... Merci de cette question. En effet, ces cas s'accumulent dans mon bureau. À partir de quand peut-on parler d'options bénévoles? Et en lien avec ces substances AMRN messagers qui ont été autorisées de façon très particulière, eh bien, des points ont été doivent être portés à notre connaissance pour que nous puissions approuver ce vaccin. Tout d'abord, il faut expliquer aux patients pourquoi il se met en danger en l'absence de vaccin. Donc, il s'agit peut-être de personnes qui ont plus de 70 ans ou plus de 80 ans. Néanmoins, en cas d'infection, il existe des alternatives, sans parler des méthodes de prévention. Et il y a plusieurs tranches d'âge qui ne sont pas du tout menacées, qui n'ont pas besoin de vaccin. Nous l'avons entendu.
il y a la balance bénéfice-risque. Et il faut tenir compte des risques qui doivent être évalués en amont. Et donc, il est question de consentement. Ainsi, le citoyen doit être au fait des conditions d'autorisation de mise sur le marché. Donc, il s'agit d'absence, d'essais sur les animaux, par exemple, et l'efficacité de ces substances n'a pu être prouvée, encore moins sa sécurité. Troisièmement, il faut expliquer aux patients, comme je vous l'ai dit avant, que pour cette technologie tout à fait novatrice, les répercussions sur l'organisme sont inconnues. Pendant combien de temps ces protéines seront-elles produites dans votre organisme et en quelle quantité et quelle qualité? Le médecin doit être en mesure de vous indiquer tout cela et ce n'est pas du tout le cas pour l'heure. Donc, on donne son consentement sans avoir les clés en main pour décider. Car l'on ignore en fin de compte ce qui se passe dans notre organisme. C'est donc les points essentiels. Bien sûr, en tant que médecin, il faut attirer l'attention sur les statistiques. Les statistiques et ces effets indésirables qui explosent. Il s'agit de chiffres absolus et relatifs qui montent en flèche. C'est du jamais vu. Et normalement, un patient raisonnable vous remerciera et vous dira qu'il optera pour une autre alternative. Il faut par ailleurs veiller à bien protéger les enfants qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause. On ne peut donc exiger leur consentement. Et pour répondre à votre question, ce n'est qu'une fois que cela a été confirmé par écrit, que l'on a dit oui à toutes ces informations, qu'il y a consentement. Et nous aimerions traiter ces cas de responsabilité, mais pour l'heure, aucune approbation explicite n'a pu nous être fournie. Et les cas vont continuer de s'accumuler. Je vous remercie de votre question. Alors pour compléter, peut-être pourriez-vous nous expliquer ce qu'il en a été dans les centres de vaccination en Allemagne, où l'on a fait la file des heures durant. Il n'y a pas eu de sensibilisation, ni d'information, encore moins de consentement. Et c'est tout à fait irresponsable de la part des médecins. Comme je vous l'ai dit, il aurait dû y avoir un entretien d'information. Et il ne s'agit pas uniquement de donner son consentement, il s'agit de disposer de toutes les informations nécessaires. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je voudrais apporter un complément. Le plus difficile pour ces cas, c'est la causalité. Elle ne doit pas forcément être prouvée d'emblée. Elle doit être probable. Et il convient de clarifier cela. Il y a pour cela des spécialistes qui étudient donc cette causalité entre injection et effet indésirable et qui peuvent la constater. Donc c'est moins le côté juridique qui est important, mais la causalité. Sylvia Lima, je vous remercie. Merci à tous les orateurs. Merci de vos contributions, tout à fait intéressantes. Alors, pour moi, il y a quelques questions qui se posent. Vous avez fait référence à cela. J'aimerais revenir là-dessus. Donc, il y a eu ces études sur l'autorisation. Et normalement, tout incident médical, pour tout incident médical, la responsabilité incombe au laboratoire pharmacologique. Et vous avez indiqué que dans le cas des vaccins, il y a eu donc une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et dans ce cas, le processus est inversé. Et c'est ainsi qu'il incombe aux patients de prouver
à quoi sont dus ces effets indésirables, ces effets secondaires. Donc, qu'en est-il de cela au point de vue juridique? Vous avez parlé de la causalité, mais tout cela est caduc lorsqu'il n'y a pas de données pertinentes. Deuxièmement, peut-on remettre en question cette autorisation de mise sur le marché conditionnel? Il y a eu une communication de la Commission en lien avec l'autorisation en décembre 2020, me semble-t-il, et un communiqué stipulait explicitement que cette autorisation conditionnelle avait été mise en place spécifiquement pour ces vaccins contre la Covid-19. Donc je vous sollicite, vous les juristes, à ce sujet. Qu'en est-il du caractère juridique de cette autorisation? Je vous remercie. Alors je suis juriste en Suisse. J'ignore ce qu'il en est pour l'Union européenne, mais je sais que Madame Renate Holzhauser, qui vient d'Italie, s'était intéressée à ce cas, il y a 1 an et demi environ, pour remettre en cause cette autorisation de mise sur le marché conditionnel, pour les raisons que vous avez citées. Ces arguments ont été rejetés. Car le personnel qui avait soumis cette requête n'était pas compétent pour ce faire. Donc, tout citoyen européen n'est pas en mesure de remettre en cause cette autorisation, et c'est la grande difficulté pour nous. Je me suis intéressée à la chose en Suisse également, et la question est de savoir comment remettre en cause cette autorisation. Et nous y travaillons en Suisse. Je ne suis pas en mesure de vous dire précisément comment, mais nous planchons sur le sujet depuis des mois. Et nous aurons des publications à ce sujet prochainement, de sorte que les politiques et les collègues intéressés puissent se fonder sur cette publication. Et la difficulté, effectivement, c'est la question de la causalité. Donc, la charge de la preuve est inversée. Vous l'avez dit. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de blessures, et d'un point de vue juridique, il y a blessure tant qu'il n'y a pas de consentement. Et les principes n'ont pas changé depuis la pandémie de Covid-19. Il faut que les patients disposent de toutes les informations pertinentes en lien avec les risques, de sorte qu'une décision informée puisse être prise sans qu'une pression ne soit exercée. Et en l'absence de ces informations, il n'y a pas de réel consentement, de consentement effectif. Et la question est alors de savoir si l'on peut établir ce lien de causalité probable. Et l'on ne peut, à mes yeux, pas vraiment parler de inversement de la charge de la preuve. Et il faut que le médecin puisse prouver qu'il y a eu un consentement écrit. Je vous remercie. Oui, merci. Je vais continuer en français. Puisqu'on parle de la question de la causalité, on va vous proposer avec Madame Moire un exercice pratique pour qu'on se pose tous la question. On est venu avec d'autres témoignages. Si vous permettez. Suite à une visite d'aptitude médicale professionnelle semestrielle de classe A, vol monopilote et hélicoptère, ce pilote était apte sans restriction. Son ECG était correct. En mai 2020, la vaccination contre le Covid, dans la foulée, pour l'obtention d'un prêt immobilier, son assureur lui demande de réaliser un ECG et une échographie cardiaque.
Tandis que le cardiologue lui fait l'échographie cardiaque, il découvre qu'il a eu un infarctus. Le lendemain, il a un rendez-vous avec le médecin du centre d'expertise médicale du personnel navigant, donc de l'aéronautique. Ce dernier le déclare inapte au vol. Comme il n'a eu aucune douleur et que la veille, il faisait encore de l'escrime en préparation pour une compétition, il en déduit qu'il s'agit d'un infarctus silencieux asymptomatique. Il lui demande la date de sa vaccination et lui annonce que c'est sûrement lié au vaccin. Son vaccin s'appelle Janssen. Il a été fait 6 jours plus tôt. À ce jour, il a une restriction médicale. Il ne peut plus voler en monopilote. Si vous permettez, Diane, je pense que celui-ci aussi est intéressant. Je ne vous donnerai pas le nom de la compagnie parce que, voilà. Vol Chennai-Inde vers Paris-Charles de Gaulle. Douleur intense et paralysie latérale d'un navigant d'une trentaine d'années, souffrant de manière chronique de douleur après s'être fait vacciner de la 2e dose. Suspicion d'AVC. En vol par le SAMU, contact avec la radio. Nécessitant un déroutement sur un Boeing 787 sur Bucarest avec 250 passagers. Le navigant a été hospitalisé en Roumanie. Donc oui, il y a eu des déroutements suite à des effets indésirables, suite au vaccin. Et donc quand on a tous ces témoignages, c'est pour ça qu'on les apporte. Parce que si vous vous posez la question, comme tout le monde, ou comme un juge d'ailleurs, de base, de la causalité, qu'est-ce que vous allez retenir pour établir qu'il y a une causalité? La causalité, vous allez retenir 2 choses. La proximité temporelle, parce que là on le voit, c'est juste après la vaccination, ou quelques jours après, et vous allez retenir aussi la masse des déclarations. Parce que quand le demandeur doit évidemment prouver, mais le juge, à partir des éléments qu'on lui amène, doit se faire sa propre opinion, et ça s'appelle les présomptions du fait de l'homme. Le juge a des éléments et doit se déterminer. Alors, comment faire face à un mur? Eh bien, c'est ce que nous entreprenons tous ensemble. C'est non seulement d'avoir tous le courage d'apporter ces témoignages, parce que, comme on l'a dit, tout le monde ne fait pas une déclaration de pharmacovigilance. Et c'est ça qui empêche d'avancer. À partir du moment où nos pilotes, ou même des milliers de femmes, ou même tout à chacun, a le courage de témoigner de ce qui lui est arrivé, alors l'effet de masse démontre une causalité. Et lui, c'est un effet de masse et un effet temporel immédiat. Malheureusement, pour les effets dont on pourrait souffrir plus longtemps dans le temps, la causalité sera probablement difficile, mais là encore, je pense que l'effet de masse pourra le faire. Il n'y a qu'en parlant tous que nous y arriverons, à mon avis, en termes pour convaincre les juges, en tout cas. Ja, vielen Dank. Je vous remercie. Nous nous approchons lentement de la fin de cette audition. Mais nous pourrions prendre une question de peut-être des députés, si vous le voulez bien. Francesca. Merci. Nous parlions du problème de la légitimité de l'autorisation nationale. Je voulais vous informer de ce que je suis juriste moi aussi et j'ai personnellement déposé une plainte au pénal en Italie au motif que l'agence italienne, l'agence du médicament italienne qui a donné l'autorisation n'avait pas mis dans l'autorisation quelque chose qui était dans ce qu'il y avait dans l'agence du médicament européen, à savoir que ce médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale. Donc, supprimer l'obligation de prescription du médecin, c'était une façon, finalement, de priver les gens de la possibilité d'avoir une évaluation spécifique de leur situation personnelle pour une autorisation pour recevoir le vaccin. Voilà qui est une violation grave du droit individuel à la santé. Et donc, je pense que vous pourriez peut-être fouiller cette possibilité, y compris au niveau national, dans ce que vous entreprenez devant les juges, parce que si l'agence nationale n'a pas repris
la nécessité de prévoir une prescription médicale pour recevoir la vaccination, il y a problème. Soit il y a faute, soit il y a préjudice aux droits fondamentaux des citoyens. Et puis, par rapport à la causalité, j'ai posé une question ouverte à notre ministre de la Santé en lui demandant pourquoi en Italie, si vous avez des effets secondaires, après 14 jours à compter de la dernière vaccination, de la dernière injection, vous êtes automatiquement exclu de la possibilité d'établir la causalité. Comment est-ce que ça, c'est compatible avec la nécessité de suivre les effets à moyen et long terme? Comment peut-on établir l'existence même d'effets à moyen et long terme si automatiquement, après 14 jours, on dit il ne peut pas y avoir de lien entre le vaccin et les effets après 14 jours seulement? C'était la question que j'ai posée au ministre de la Santé et vous imaginez que je n'ai jamais eu de réponse. Thank you very much for this very good. Merci bien pour cette excellente idée, effectivement, à reprendre dans toute plainte pénale contre l'autorisation et effectivement le fait qu'il n'y avait pas d'obligation de prescription médicale. Pour ce qui est de l'autorisation, c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter un point en français. S'agissant des effets secondaires qui pourraient être subis après 40 jours et sur le long terme. Ce qu'il faut bien voir, malgré tout, c'est que les contrats qui ont été passés par la Commission européenne avec Pfizer, avec Johnson ou avec les autres, prévoient quand même qu'il y a une responsabilité de ces industries pour la délivrance d'un produit défectueux. Il reste la directive européenne, je crois de 85, sur les produits défectueux. Aujourd'hui, on considère encore que le vaccin marche, c'est-à-dire qu'il est propre à son usage. Or, aujourd'hui, on sait quand même qu'il est impropre à son usage, puisqu'au moins, il ne permet pas d'empêcher la transmission. Donc, ne serait-ce que sur ce point-là, il faudrait faire juger, faire admettre, enfin, que ce vaccin est inefficace. Et si c'est un vaccin inefficace et qu'il ne respecte pas la directive sur les produits défectueux, à partir du moment où on l'aura considéré que l'effet secondaire soit loin ou proche, comme c'est un produit défectueux, à ce moment-là, on pourra l'établir. En tout cas, c'est ma vision, mon opinion d'un point de vue légal, mais on reste coincé sur un problème, c'est que personne ne considère que c'est un produit défectueux. Or, il me semble actuellement qu'avec tous ces témoignages sur les effets secondaires et sur la question de la transmission, c'est d'ores et déjà démontré que c'est au moins impropre à réaliser l'effet qu'on souhaite lui attribuer, c'est-à-dire nous protéger les uns les autres. Ja, vielen Dank. Merci, merci bien. Alors désolée de ne pas vous avoir laissé poser votre question, mais vous pourrez le faire par la suite. Nous resterons ici encore, vous pourrez le faire. J'en suis désolée. J'espère que cette conférence vous a fourni des informations qui nourriront un débat. Pour ce qui est de l'aviation, c'est une question de temps, jusqu'à ce que les compagnies d'assurance nous indiquent qu'elles ne prendront plus ce risque, ne l'assumeront plus. Et nous en terminerons alors une fois pour toutes. Je pense que ce sera l'issue. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, à venir. Nous allons rester quelque temps. Nous sommes ravis de vous avoir retrouvés. Nous allons vous tenir au courant des prochaines étapes. Merci.